Tu peux leur sauver la vie 100 fois, Bastien, mais ils ne te laisseront jamais cesser d'être le criminel de leur histoire. » Ces mots résonnaient dans son esprit alors que les sirènes de police hurlaient à travers les rues escarpées de Beaumont-sur-Mer. Bastien courait, ses bottes fendant les flaques d'huile et d'eau de pluie. Plus loin, une voiture vacillait dangereusement sur le rebord du pont, ses phares clignotant au-dessus des eaux sombres. Le cri terrifié d'un jeune homme déchira la tempête. C'était le fils du maire, prisonnier de l'épave. Sans une seconde d'hésitation, Bastien plongea dans la fumée. Le métal brûlant lui cuisait les paumes, l'odeur d'essence et la peur s'agrippant à ses poumons. La portière refusait de céder. Il frappa encore et encore, jusqu'à ce que le cadre plie enfin. Les yeux du garçon s'agrandirent de terreur, reflétant la détermination calme et glaciale de Bastien. D'un mouvement sec, il trancha la ceinture et extirpa le jeune homme. Quelques secondes plus tard, la voiture explosait derrière eux, peignant la nuit d'un brasier orangé. À l'arrivée des secours, Bastien avait déjà disparu. Pas d'interview, pas de gloire, juste un homme au visage marqué s'effaçant dans l'ombre. Au matin, toute la ville l'appelait héros. Cela dura environ 5 heures. Car dès que quelqu'un se souvint de son nom, Bastien Fontaine, l'ex-détenu ayant purgé 5 ans pour braquage, les acclamations se muèrent en murmures. Puis les murmures en cris. Pourquoi était-il là? Peut-être a-t-il tout manigancé? Un criminel reste un criminel. Les mains mêmes qui venaient de sauver une vie devenaient celles que la ville brûlait de menotter à nouveau. Bastien avait 34 ans. Il avait payé sa dette. 5 ans derrière les barreaux pour une erreur de jeunesse, un acte né du désespoir et de l'idiotie. Depuis sa sortie, il passait ses journées sur les chantiers, gardant la tête basse et les mains propres. Il n'avait jamais cherché la lumière. Mais le sauvetage du fils du maire Lefebvre venait de briser cet anonymat fragile dans une déflagration médiatique. Au début, Bastien tenta d'ignorer les gros titres, les caméras campant devant son travail et le déni nerveux du maire à la télévision. Je ne connais pas cet homme personnellement. Une enquête est en cours pour clarifier les circonstances. Le sauvetage se transforma en scandale du jour au lendemain. Et Bastien, qui avait passé des années à reconstruire sa dignité sur des ruines, se retrouva traîné de force dans la boue dont il s'était extrait. Son patron le convoqua le lendemain. « Écoute, Bastien, tu es un bon gars, mais avec tout ce boucan, les clients posent des questions. Je ne peux pas me permettre une mauvaise publicité. Licencié. » En un claquement de doigts, le journal local diffusa un sujet intitulé « Héros ou menace ?» avec un montage cruel. Bastien en combinaison de prisonnier à côté d'une photo floue de lui sortant le garçon du brasier. Les réseaux sociaux explosèrent de haine. Des gens qui ne l'avaient jamais croisé avaient soudain un avis tranché sur son âme et ses intentions. Mais voici ce qu'ils ignoraient. Bastien n'avait pas seulement sauvé le garçon. Il avait vu quelque chose dans cette voiture, un détail qui rendait cet accident suspect. Un détail si infime que les pompiers l'avaient raté, que la police l'avait ignoré et que le maire voulait désespérément enterrer. Et si la ville voulait le renvoyer en cellule, elle allait regretter d'avoir déterré son passé, car pendant que tout le monde s'acharnait sur le profil de Bastien, personne ne se demandait pourquoi le fils du maire conduisait seul à minuit avec des freins sectionnés et un réservoir étrangement vide. Bastien le savait. Et il n'allait pas se taire. Si cette histoire vous captive déjà, n'oubliez pas de vous abonner. La vérité que Bastien s'apprête à dévoiler va ébranler les fondations de cette ville. Les appels commencèrent dès l'aube. Numéro masqué, voix chargée de venin. On sait où tu caches tes os, le tôlard. Tu aurais dû le laisser griller. Tu te prends pour un saint? Tu n'es que de la racaille. Bastien les effaçait en silence. La prison lui avait appris que le mutisme était une armure. Mais quand une brique fracassa la fenêtre de son salon à 2 heures du matin avec un mot disant « Quitte la ville où on finit le travail », il comprit que ce n'était plus de la simple colère numérique. C'était une traque. La mairie publia un communiqué officiel le lendemain après-midi. Le maire, Clément Lefebvre, se tenait derrière son pupitre, les cheveux parfaitement gominés, affichant une compassion de façade. Bien que nous soyons reconnaissants pour la vie de mon fils Victor, nous devons nous rappeler que de bonnes actions n'effacent pas un passé criminel.
La présence de M. Fontaine sur les lieux soulève des questions auxquelles nous devons répondre. Traduction. Merci d'avoir sauvé mon fils. Maintenant disparais pour que je n'ai pas à admettre ton existence. Bastien regardait la conférence depuis un café miteux, ses mains serrées sur une tasse froide. Les yeux du maire étaient vides, le regard creux de celui qui récite un script. Victor Lefebvre, 18 ans, était assis à côté de son père, livide. Le gamin n'avait pas dit un mot depuis le drame, pas un merci, pas même un regard. Cela troublait Bastien plus que les menaces de mort. Au commissariat, l'inspectrice Isabelle Mercier prit Bastien à part. Elle était l'une des rares, à Beaumont-sur-Mer, à l'avoir traité comme un homme depuis sa libération. « Ils montent un dossier contre toi », murmura-t-elle. « Entrave à la justice, altération de preuves. Ils veulent ta peau, Bastien. Pour avoir sauvé un gamin, pour avoir embarrassé le maire. » Elle jeta un regard nerveux autour d'elle. Lefebvre est en pleine réélection. Avoir un ex-détenu comme héros du sauvetage de son fils ne colle pas avec l'image d'ordre qu'il vend. Il a besoin que tu sois le coupable. Bastien hocha lentement la tête. C'était d'une logique implacable et cruelle. Et pour les freins, Isabelle, le visage de l'inspectrice se figea. Quoi, les freins? Je les ai vus quand j'ai sorti Victor. Ils n'étaient pas usés. Ils étaient sectionnés, une coupe nette, récente. Quelqu'un voulait que cette voiture finisse au fond de l'eau. Isabelle pâlit. Bastien, fais attention à ce que tu racontes. Je sais ce que j'ai vu. Matcha alors, tu sais aussi ce qui arrive à ceux qui posent les mauvaises questions ici. Elle lui tendit un papier plié. C'est mon numéro personnel. S'il se passe quoi que ce soit, et je dis bien n'importe quoi, appelle-moi d'abord, pas le 17. Moi. Bastien empocha le numéro conscient du message. La police n'était plus un territoire sûr. Le soir même, il retourna sur le pont. L'épave avait disparu, mais les traces de brûlure marquaient encore le béton. Il s'agenouilla là où la voiture était restée suspendue, glissant ses doigts sur le garde-fou. De la peinture fraîche couvrait quelque chose. Des traces de lutte, peut-être. Quelqu'un avait nettoyé la scène beaucoup trop vite. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Contre toute prudence, il décrocha. Monsieur Fontaine, la voix était lisse, froide, indéniablement celle du maire Lefebvre. Je tenais à vous remercier personnellement pour mon fils. Un peu tard pour la gratitude, non? Je suis un homme occupé, mais je vous appelle pour vous faire une offre, 100 000 € en liquide. Un cadeau de remerciement. Tout ce que vous avez à faire, c'est quitter Beaumont-sur-Mer. Ce soir, pas de questions, pas d'interview, pas de curiosité déplacée. Bastien sentit un frisson lui glacer l'échine. Vous essayez de m'acheter pour que je disparaisse. Je vous offre un nouveau départ. Prenez l'argent, partez vous reconstruire ailleurs. Tout le monde y gagne. Tout le monde sauf votre fils, qui a failli crever parce que quelqu'un a saboté ses freins. Un silence de plomb s'installa. Quand le maire reprit la parole, son ton n'avait plus rien de cordial. Vous êtes un criminel condamné, monsieur Fontaine. Si vous commencez à lancer des accusations délirantes, qui croira-t-on? Un maire respecté ou un repris de justice en quête d'attention? La ligne coupa. Bastien resta seul sur le pont, fixant son reflet dans l'eau noire. Le maire venait de tout confirmer. L'accident n'avait rien de fortuit. Victor Lefebvre devait mourir. Et maintenant, Bastien, le seul témoin de la vérité, était le problème à éliminer. Mais Clément Lefebvre avait fait une erreur fatale. Il pensait que Bastien n'était qu'un ex-taulard de plus qui ramperait pour de l'argent. Il ignorait que la prison avait enseigné à Bastien une vertu bien plus redoutable que la peur, la patience. Pendant que le maire s'agitait pour protéger son image, Bastien commença à passer ses propres appels à des gens que le maire avait préféré oublier, des gens qui se souvenaient de dettes impayées et de secrets enfouis. Car s'il y avait une chose que Bastien avait apprise en cellule, c'était bien celle-là. Les ennemis les plus dangereux sont ceux que l'on sous-estime. Bastien ne fuit pas. Au contraire, il s'enfonça dans les quartiers de Beaumont-sur-Mer que le maire feignait d'ignorer, là où les caméras ne vont pas et où les questions ne sont jamais posées. Son premier arrêt fut un petit cabinet d'aide juridique au-dessus d'une laverie. Là, au milieu des dossiers empilés et des néons vacillants, siégeait Me Élise Bertrand.
Elle avait 29 ans, l'esprit vif et le regard d'acier. Elle était l'une des rares avocates à accepter les causes perdues. Elle avait aidé Bastien pour sa conditionnelle, sans jamais lui réclamer un centime qu'il ne pouvait payer. « Voyons si j'ai bien compris », dit Élise en s'adossant à sa vieille chaise. « Le maire t'offre une fortune pour disparaître, ce qui confirme que l'accident était un meurtre déguisé et tu veux faire tomber l'homme le plus puissant de la région sans aucune preuve physique. C'est ça. » Elle sourit. « J'en suis... tu n'hésites même pas ? Bastien, j'attends quelqu'un d'assez courageux ou d'assez fou pour défier Lefebvre depuis des années. Cet homme a enterré plus de scandales que de bulletins de vote. » Elle sortit un vieux carnet. Il y a 3 ans, un lanceur d'alerte a voulu dénoncer la corruption à l'urbanisme. Il a fini inculpé pour fraude, a tout perdu et a dû fuir le pays. 2 ans avant, une journaliste enquêtait sur les finances du maire. Son rédacteur en chef a tué l'article. Elle a fini par écrire les nécrologies. Tu dis qu'il est intouchable. Je dis qu'il est protégé. Mais la protection s'arrête quand on cesse d'avoir peur. Élise ouvrit son ordinateur. Victor Lefebvre, 18 ans, capitaine de l'équipe de voile, admis à Sciences Po. Sur le papier, c'est le fils idéal. Et en dehors du papier, 3 arrestations pour conduite en état d'ivresse en 2 ans, toutes effacées des tablettes par son père. Une plainte pour agression l'été dernier, retirée mystérieusement. Le maire passe son temps à ramasser les morceaux derrière Victor. Bastien sentit les pièces s'assembler. Alors pourquoi vouloir sa mort? C'est la question à 1 million, répondit Élise. Elle afficha une photo de Victor en soirée, l'air insouciant. Peut-être que Victor a fini par faire une bêtise, que même son père ne pouvait pas effacer. L'enquête fut un parcours du combattant. Personne ne voulait parler à un ex-détenu et à une avocate de quartier. Les portes se fermaient, le silence était lourd. Mais Bastien avait la patience des longues peines, et Élise avait la ténacité des prétoires. Le déclic vint de là où il l'attendait le moins, l'ex-petite amie de Victor. Elle s'appelait Sophie Mercier, la fille de l'inspectrice. Elle accepta de les voir dans un parc, cachée sous une capuche. « Ma mère me tuera si elle apprend que je vous parle. On s'en veut juste comprendre dans quoi Victor s'était fourré, » dit Élise doucement. Les mains de Sophie tremblaient. Victor n'était pas celui qu'on croit. Derrière le gendre idéal, il était instable, cruel parfois. Elle déglutit. Le mois dernier, il a commencé à jouer gros. Poker clandestin, paris sportif. Il devait de l'argent à des gens très dangereux. « Combien ?» demanda Bastien. « Plus de 200 000 euros. » La voix de Sophie se brisa. Il disait que son père allait régler ça. Mais il y a 3 semaines, tout a changé. Victor était terrifié. Il m'a dit que quelqu'un menaçait sa famille s'il ne payait pas. Tu en as parlé? J'ai essayé de voir le maire. Il m'a traité de menteuse, m'a accusé de vouloir salir son fils par dépit amoureux. Des larmes coulèrent sur ses joues. 2 jours plus tard, sa voiture tombait du pont. Bastien et Élise échangèrent un regard. Le tableau était complet. Victor endetté auprès de criminels, son père refusant de payer, et quelqu'un décidant que le fils du maire servait mieux de message, ou de problème résolu, une fois mort. Mais pour le prouver, il fallait des preuves inaccessibles, des preuves enfermées dans les coffres de la mairie. Ils avaient besoin d'une aide interne. Bastien appela alors un homme qu'il avait juré de ne plus jamais contacter, son ancien compagnon de cellule, Marco. Marco avait des yeux partout, y compris dans le réseau informatique de la police. Il devait une faveur de vie à Bastien. « Je peux t'ouvrir une porte sur les dossiers du maire », dit Marco via une ligne cryptée. « Mais si ça foire, on ne s'est jamais parlé. » Compris. Et Bastien, fais gaffe, Lefebvre est aux abois, et un homme aux abois est capable de tout. Le maire donna raison à Marco dès le lendemain. Une nouvelle tomba comme un couperet. Bastien Fontaine était recherché pour activité suspecte sur les lieux de l'accident. Des images de surveillance le montraient, soi-disant en train de saboter des preuves sur le pont. C'était un mensonge grossier, mais efficace. Les réseaux sociaux s'enflammèrent. Un mandat d'arrêt fut lancé. Le visage de Bastien s'afficha sur tous les écrans avec la mention « Héros ou criminel ?» Élise regardait les infos avec dégoût. « Il panique. Il te transforme en ennemi public avant que tu ne puisses parler. »
Bastien resta de marbre, un léger sourire aux lèvres. « Parfait, parfait, ils te traquent. Ils sont prévisibles. Et les gens prévisibles font des erreurs. » Il montra son téléphone à Élise avec les fichiers envoyés par Marco, rapports supprimés, mails secrets liant le maire Lefebvre à des comptes offshore et des financements illégaux. Mais surtout des messages discutant du cas Victor et de solutions définitives, envoyés 2 jours avant le crash. Les yeux d'Élise s'illuminèrent. « C'est tout ce qu'il nous faut. » Bastien envoya des copies à 3 endroits sûrs. À l'inspectrice Mercier, sur le serveur d'Élise, et à un journaliste d'investigation de confiance. Lefebvre pense m'avoir acculé. Il n'a pas compris que j'ai 3 coups d'avance depuis qu'il a tenté de m'acheter. Dehors, les sirènes retentirent. Les fourgons de police encerclèrent le bâtiment. Quelqu'un avait balancé leur planque. Élise attrapa sa veste, prête à fuir, mais Bastien ne bougea pas. « Qu'est-ce que tu fais ?» siffle-t-elle. « On finit le travail. » Il ouvrit la fenêtre, non pour sauter, mais pour lancer un direct vidéo. La caméra pointait les policiers en bas, diffusant sur toutes les plateformes en même temps. « Je m'appelle Bastien Fontaine. Je suis l'homme qui a sauvé la vie de Victor Lefebvre. Et je vais vous dire exactement pourquoi le maire veut ma mort. » Le compteur de spectateurs s'emballa. 10 000 personnes, 50 000, 100 000. Le maire voulait le silence de Bastien. À la place, il venait de lui offrir la plus grande tribune du monde. Le direct atteignit le demi-million de spectateurs en un temps record. Bastien, impassible devant sa fenêtre, dominait le chaos en bas. Il y a 5 jours, j'ai sorti Victor Lefebvre d'une voiture en flammes. La ville m'a acclamé pendant 5 heures, jusqu'à ce qu'il se rappelle mon passé. Là, je suis devenu le coupable. Mais voici la question. Pourquoi un gosse de 18 ans conduisait-il avec les freins coupés à minuit? Les chaînes d'infos commencèrent à relayer le flux. Plus de 800 000 personnes suivaient. Le maire Lefebvre m'a offert 100 000 € pour disparaître. Quand j'ai refusé, il a fabriqué des preuves. Bastien afficha les captures d'écran à l'écran. Voici des messages du maire discutant d'une solution définitive pour son fils 2 jours avant le crash. En bas, la police s'arrêta d'avancer. Les officiers restèrent figés, fixant leur propre téléphone. Bastien continua, sa voix résonnant comme un couperet. Victor devait une fortune à des mafias de jeu. Son père le savait. Et au lieu de l'aider, Clément Lefebvre a décidé que son problème électoral disparaîtrait avec son fils. La caméra pivota vers Élise qui montra les documents financiers. 1 million de spectateurs. Les caméras des JT arrivèrent en trombe, braquées sur la fenêtre. C'est un mensonge. Le cri monta de la rue. Le maire Lefebvre venait de forcer le barrage, livide et transpirant. Cet homme est un voyou qui veut détruire ma famille. Bastien inclina son téléphone vers lui. Alors expliquez les messages, monsieur le maire. Expliquez le pot de vin. Expliquez pourquoi vous vouliez me faire taire. J'ai proposé une aide par pure gratitude. Vous m'avez payé pour disparaître parce que j'ai vu les câbles sectionnés. Parce que je suis le témoin qui prouve que vous avez condamné votre fils. La voix de Bastien devint mortelle. Dites-nous, qui avez-vous payé pour le faire? Ou avez-vous simplement fermé les yeux pendant qu'on réglait votre problème? Lefebvre devint blême. Derrière lui, l'inspectrice Mercier sortit de son véhicule, radio en main. « Monsieur le maire, je dois vous demander de me suivre. Nous avons des questions sur des irrégularités financières et une tentative d'homicide. » Le chat de la vidéo explosa. Le maire menotté en direct fit le tour de la planète en quelques secondes. L'empire de sable s'effondrait, mais Bastien n'avait pas fini. Victor Lefebvre, il parla directement à l'objectif. « Je sais que tu regardes. Je sais que tu as peur. Et je sais que tu t'es tu parce qu'il t'a convaincu que c'était pour le bien du nom. » Sa voix s'adoucit. « Mais il a tenté de te tuer, Victor. Tu ne lui dois plus rien. » Un silence de 10 secondes. Puis, un nouveau nom apparut dans le chat. Victor Lefebvre, officiel. Le commentaire de Victor s'afficha. « Bastien dit la vérité, je vais témoigner. » Ce fut le coup de grâce. Le maire s'effondra mentalement. « Victor, ne fais pas ça !» balbutia-t-il alors qu'on l'emmenait. « Tu as voulu me tuer !» La réponse de Victor fut le dernier clou dans le cercueil. « Je t'ai entendu au téléphone. Tu as dit que j'étais irrécupérable.
que j'allais gâcher ta réélection, que ce serait plus simple si je n'étais plus là. Le maire cessa de débattre. Ses épaules s'affaissèrent. En un instant, Clément Lefebvre parut prendre 20 ans. La vérité venait de broyer le masque. Isabelle lui lut ses droits. Les hélicoptères de presse survolaient la scène. Le direct atteignit les 2 millions de vues avant que Bastien ne coupe. Dans le bureau, Élise souffla enfin. On a réussi. Pas encore. Bastien avait encore les preuves de paiement pour le mécanicien complice. Il faut que tout le réseau tombe. Pas seulement Lefebvre. Dans les heures qui suivirent, le château de cartes s'écroula. Le mécanicien fut arrêté à la frontière. Victor donna une déposition complète sur les dettes et la fureur finale de son père. À minuit, Clément Lefebvre dormait en cellule. La ville qui voulait Bastien en cage inondait maintenant les réseaux de messages d'excuses. Mais Bastien n'y prêtait guère attention. Il était assis avec Élise quand Isabelle Mercier apporta du café. « Tu as risqué ta vie, dit-elle. »« Je suis déjà mort une fois en prison, » répondit Bastien. Lefebvre pensait que mon passé était ma faiblesse. Il a oublié que c'était ma force. 3 mois plus tard, Beaumont-sur-Mer respirait enfin. Le procès de Lefebvre se conclut par une peine de 25 ans. Ses alliés s'étaient volatilisés et son nom était devenu synonyme de honte. Victor, de son côté, mit ses études en pause pour travailler avec Élise dans son cabinet d'aide. Parfois, il invitait Bastien pour un café, non pour s'excuser, c'était fait, mais pour comprendre. « Comment as-tu fait ?» demanda Victor un après-midi. « Après la tôle, quand tout le monde te méprisait, comment as-tu tenu ?» Bastien remua son sucre. « J'ai arrêté de vouloir prouver que j'avais changé. J'ai juste vécu comme un homme nouveau, chaque jour. Finalement, la vie que tu bâtis finit par crier plus fort que le passé où on veut t'enfermer. » Victor acquiesça. « Mon père a bâti une image. Toi, tu as bâti un caractère. On voit lequel des deux survit aux tempêtes. » Le pardon de la ville arriva par vagues. Bastien l'accueillait avec sérénité, sans amertume. Il s'associa à Élise pour lancer un programme de réinsertion pour les anciens prisonniers. En peu de temps, ils avaient déjà aidé des dizaines de personnes à retrouver un emploi et un toit. Bastien Fontaine, l'homme qui avait fait tomber le système, était devenu le visage de la seconde chance. Mais il fuyait la célébrité. La vraie justice pour lui, c'était de voir un gars de son programme signer son premier contrat de travail. Isabelle Mercier passa au bureau un soir avec des photos de Lefebvre en prison, déchu. Bastien regarda sans haine. Peut-être que 20 ans là-bas lui apprendront ce qu'est l'empathie. 1 an après le sauvetage, le pont fut rebaptisé « Pont de la Renaissance ». Bastien était présent, mal à l'aise, dans le costume qu'Élise l'avait forcé à porter. Victor prit la parole. « Bastien Fontaine m'a appris que la force n'est pas de ne jamais tomber, mais d'avoir le courage de se relever quand le monde entier veut vous garder à terre. » Plus tard, chez lui, Bastien reçut un mail de son ancien conseiller de probation. « J'ai vu les infos. J'ai toujours su que tu valais mieux que tes erreurs. Je suis fier de toi. » Il repensa à cette nuit sur le pont. Il avait appris que la chose la plus dangereuse pour un système injuste, c'est quelqu'un qui refuse de rester dans la boîte qu'on lui a construite. Le maire avait voulu effacer Bastien. À la place, Bastien était devenu inoubliable par une intégrité silencieuse. Bastien avait sauvé la vie de Victor, mais ce faisant, il avait sauvé la sienne et montré à toute une ville le vrai visage de la rédemption. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour plus de récits de courage et découvrez le pouvoir extraordinaire de ne jamais abandonner, même quand le monde a déjà tiré un trait sur vous.